Réseau Podcast, une idée, 4 réseaux. Des invités qui partagent des moments de vie et des expériences pour doper l'immunité positive. Mon invité Dominique Saut est un céréal entrepreneur. Bonjour Anne, ravi déjà d'être dans ce format. C'est un vrai plaisir de se retrouver. Alors moi j'ai une question pour voir si tu oses ne pas mentir. Je voudrais savoir si tu es pain au chocolat, chocolatine ou coucou au chocolat ou tout à la fois. Ah bon, en toulousain, je suis forcément chocolatine. Voilà. Ben oui, évidemment, chocolatine. Est-ce que tu as déjà eu envie de fermer les yeux suite à un échec, une situation de crise? Ouais, je pense que ça fait partie du process même. Je pense que quand t'es confronté à quelque chose où t'essayes, et tu sais, il y a cette formule qui dit il faut essayer jusqu'à ce que ça marche. Mais dans le jusqu'à ce que ça marche, il y a des fois, oui, forcément, on a envie de baisser les bras, on a l'impression qu'on a tout tenté. Et puis, donc oui, la réponse est oui, pour répondre simplement à ta question, ça arrive. Ouais. Alors, ça t'est déjà arrivé, mais est-ce que tu t'es menti à toi-même ou tu te passais par là ou directement tu as compris qu'il fallait avancer et te dire la vérité? Non, voilà, je pense qu'en fait, je pense qu'il y a, c'est pour ça que je dis que ça fait partie du process. Je pense que quand tu es en train de travailler sur un sujet qui te tient à cœur avec un objectif attendu et que cet objectif tarde à venir, la remise en question, elle est inhérente à cette clarté. C'est-à-dire que ce qui me fait peur, moi, c'est le déni. Je dis toujours à mes amis très proches ou aux gens avec qui je passe du temps que je préfère, il vaut mieux une bonne discussion claire qu'une sorte de politiquement correct mou où finalement on voit pas les choses arriver. Parce que en fait, quand on fait face à ce qui ne fonctionne pas, c'est la meilleure manière de reprendre le contrôle et de se dire ok, ça fonctionne pas comme ça, j'essaye. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette formule qui est de Tony Robbins, qui dit grosso modo sur un projet, c'est action massive, changer l'approche jusqu'à ce que ça marche. Et dans le changer l'approche, tout est là. Si on est dans le déni, la problématique, le vrai risque, c'est qu'on risque de ne pas changer d'approche. Donc moi, j'invite plutôt les gens à se dire, quand je suis face à un objectif vis-à-vis duquel j'ai brûlé les bateaux et l'échec n'est pas une option, eh bien de toute façon, on est juste en fait comme des inventeurs de la solution. Donc oui, bien sûr, l'envie des fois de tout envoyer balader, baisser les bras, elle fait partie du process, mais dans cette envie de baisser les bras, il y a aussi parfois cette énergie du rebond qui te dit ok, je vais le prendre autrement. Donc revenir à soi, reprendre une grande respiration et se remettre en route en fait. Est-ce que pour toi, le déni, c'est se mentir, c'est un mensonge? Oui, ou c'est autre chose? Et puis c'est la tête, tu sais, c'est l'histoire de la tête dans le sable, quoi. C'est justement de s'empêcher de voir les choses telles qu'elles sont. Or, c'est dans la clarté qu'on peut trouver d'autres points de vue qu'on n'avait pas spontanément. Donc je pense que le déni, ça nous ramène souvent sur la thématique de l'ego, c'est qu'on voudrait que les choses se passent comme nous on l'a décidé, mais je crois que les meilleurs enseignements de la vie, et ce qui rend humble en fait, c'est de comprendre que des fois le chemin, il était juste à côté. Comment on peut s'apercevoir qu'on est dans le déni? Le meilleur axe pour moi, c'est de revenir aux bases et de se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Est-ce que c'est vraiment par là que je veux aller? Et peut-être des fois, tu vois, de recadrer l'objectif et de se dire, finalement, je vais l'aborder, mais par là. Et donc, de revenir à la base. Mais d'être soi-même en train de pouvoir refournir ses propres solutions. Être toujours pareil, cette capacité à être aux manettes, au contrôle, pour que la personne puisse peut-être refaire l'itinéraire, poser les questions, en fait. C'est l'art de poser les questions. Si tu veux faire sortir quelqu'un du déni, c'est de ne pas lui mettre devant le nez tout ce que toi, tu penses qui ne marche pas, mais plutôt de t'étonner de ses choix et de lui dire mais tiens, mais alors du coup tu fais ça mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et d'essayer de ramener la personne dans un cheminement d'interrogation pour que peut-être à un endroit elle se dise ah mais en fait oui, c'est vrai que là il y a un truc qui colle pas, clac, et là ça redonne une idée et ça permet parfois de changer d'itinéraire. Est-ce qu'on peut arriver à avoir un équilibre entre l'optimisme et quitter le déni? C'est rigolo parce que tu me rappelles Corinne, mon épouse, parce que c'est pareil, on a souvent ces discussions-là, parce qu'elle est sur ce bon côté-là du déni. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'étais parti là depuis tout à l'heure sur cette idée du déni des gens qui veulent pas voir les choses, mais des fois le déni ça aide aussi à être résilient.
Et ce que je trouve, quand on a cette personnalité, c'est une grande force. Ce qu'on appelle aussi des fois, quand on fait du commerce, la théorie du disque rayé, tu vois, ou la méthode du disque rayé, c'est-à-dire de savoir devenir obsessionnel. Ce qu'on veut est tellement important que de toute façon, il n'y a rien qui peut nous chahuter et nous faire sortir du rail. Alors voilà, donc alors je le classerai pas forcément dans la même famille que le déni, même si c'est une manière de s'accrocher à la confiance en soi et de s'accrocher à son rêve en quelque sorte. L'équilibre, il est, je pense, dans le ressenti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tant que toi, si tu es dans la capacité d'être toujours optimiste et d'être toujours en train de dire mais ça va marcher quand même, je pense qu'il faut y rajouter cette petite dose de pragmatisme et de se dire un outil de mesure en fait. Voilà, c'est-à-dire que je pense que le risque c'est que ce déni d'être toujours dans la positive attitude et même si ça n'a pas marché, en fait ça a marché et finalement c'est pas un échec, c'est j'ai appris, bien sûr. Mais grosso modo, de toujours recalibrer le résultat attendu et est-ce que je suis sur la route de mon résultat. Voilà, de manière à être sûr que tout d'un coup, il ne va pas y avoir un trop gros écart entre cette forme d'illusion dans laquelle je pourrais me trouver et le résultat. Et d'être sincère, d'être très sincère dans cette manière de dire, je suis pas en train juste de jouer le rôle de je me concentre sur ce qui va bien, mais d'être aussi calé sur le fait que ça me satisfait vraiment. Voilà, je pense que si on a un feeling qui est complètement aligné, il n'y a pas, du coup, c'est pas du déni, c'est juste un tempérament, tu vois. Et ça, c'est une grande qualité. Hein, il faut que tu la gardes. Et donc, on pourrait dire qu'en résumé, l'important est quand même de toujours se questionner, qu'on soit un optimisme du déni ou pas, mais donc de se questionner, de voir si l'objectif qu'on souhaite atteindre est toujours le bon et si les actes que l'on pose sont toujours aussi d'actualité. C'est toujours, en fait, on revient toujours au questionnement. On revient au questionnement et au pourquoi. C'est-à-dire que, tu sais, il y a cette phrase qui dit que le pire qui puisse arriver dans la vie, c'est d'avoir des petits objectifs qu'on atteint. Donc en fait, le risque d'être toujours dans une forme d'autosatisfaction, c'est que finalement, on va aussi accepter de laisser passer peut-être quelques sujets qui auraient été importants pour soi. Donc en fait, si on sait aligner la manière de faire face aux défis, que ce soit que les défis je les vois pas et moi je reste dans l'optimisme et j'avance parce que je sais que mon but est tellement important pour moi que c'est par là j'étais prêt à ce qu'il y ait des difficultés, etc. Ça c'est parfait et c'est presque en fait c'est une lecture en fait des obstacles qui consiste à dire les obstacles sont sur le chemin du succès et si t'as ton pourquoi qui est bien arrimé aux tripes et que tu changes pas en permanence d'objectif. Voilà, je pense que c'est là qu'est le pivot. Si en fait, cette manière de vouloir rester optimiste, le prix à payer, c'est de dégrader tes objectifs alors que tu sais que c'était important pour toi, là, il y a danger. Par contre, si tu gardes tes mêmes objectifs, tes mêmes ambitions et que face aux obstacles, tu es capable de te dire, je vois pas les obstacles et je suis déterminé, j'y vais, ça, c'est parfait. C'est ça. En fait, on devrait toujours fonctionner comme les sportifs, comme un basketteur. Je dis pourquoi basketteur parce que quand tu m'as parlé de pivot, évidemment, j'ai vu le basketteur avec sa balle qui fait son pivot. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pivot, c'est le seul pied un pied doit rester au sol, l'autre a le droit d'être décollé du sol et de regarder à gauche et à droite. En fait, c'est un peu comme un basketteur qui est sur son pied pivot, qui regarde à gauche et à droite où il va lancer sa balle, c'est-à-dire où il va lancer son prochain objectif. Mais là-dessus, c'est pas toujours évident d'avoir un regard neuf. Comment peut-on arriver quand on est, même si on se pose des questions, parce que c'est pas toujours évident, de pouvoir se poser des questions et de pouvoir avoir toujours ou régulièrement un regard neuf. Est-ce que tu as une solution là-dessus? Moi, j'aime bien cette époque parce que c'est une époque où on peut accéder à plein d'infos. Donc, le regard neuf, c'est d'aller chercher en permanence des sources d'inspiration chez des gens qui ont obtenu le résultat qu'on vise et de regarder comment ils s'y sont pris. C'est-à-dire de pas être... je crois que le vrai facteur de stress, souvent, alors qu'il peut être aussi très excitant, c'est d'inventer ses propres solutions. On vient d'ailleurs d'une époque, je pense que dans les 50 dernières années, on était un petit peu dans le côté faiseur. Les gens voulaient être des faiseurs. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une époque où il y a tellement d'infos sur ce qui marche et ce qui ne marche pas que tout est modélisable et tout peut finalement être copié
Dans le domaine d'Internet, on appelle ça le growth hacking. Souvent, on dit qu'à l'école, on nous interdit de copier, mais en fait, la meilleure manière d'obtenir un résultat vite, c'est de copier ce qui marche. Donc, l'œil neuf, c'est d'être en permanence en train de se dire quelle est l'information que je n'ai pas et qui est la bonne source d'information. Donc toujours vraiment rester connecté à des sources d'inspiration, créer un environnement, soit à travers ses proches, soit à travers ses lectures, ou encore une fois d'être abonné à des sources d'information qui vont me permettre de me renouveler en permanence. Changer l'eau des poissons, comme on dit, ne pas mariner dans son jus au risque très vite que ce soit périmé, quoi. Alors je fais une visuelle. Alors entre le marinage et les poissons, j'ai de belles images. Je te remercie, Dominique. Par contre, quand on est peut-être trop créatif, avec cette possibilité multiple qu'on a de pouvoir aller chercher l'information et donc de se retrouver avec des informations différentes parce qu'il y a des points de vue différents, est-ce que ça ne risque pas, à un moment donné, peut-être, qu'on se retrouve dans un marasme et qu'on n'arrive plus à bouger? On sent qu'il y a du vécu, hein, parce que tes questions sont extrêmement très très opérationnelles et très terrain. Donc bravo pour ça. Tu mets le doigt dessus. Aujourd'hui, en fait, on est dans cette époque où donc vraiment trouver ses sources, ne pas passer son temps. En fait, je pense que le premier sujet, c'est trouver les bonnes sources d'information à travers des gens qui sont sans doute alignés avec le projet qu'on vise et du coup qui connaissent la route. Et presque, j'ai envie de dire, quand on commence à modéliser une manière de travailler, y rester collé pendant quelques temps et surtout être en mode ce qu'on appelle test and learn. En conduite de projet, souvent, on fait l'opposition entre ce qu'on appelle des effets tunnels où on se lance dans un truc et puis quand on relève la tête, c'est 3 mois plus tard et on se retourne et pendant ces 3 mois, on n'a rien fait d'autre. Ça, c'est très dangereux. Ce qu'on appelle le test and learn aujourd'hui, c'est j'apprends un truc, je l'implémente. J'apprends un truc, je l'implémente. Moi, je fais ça tout le temps sur les logiciels. On est dans une époque aujourd'hui où il faut quand même développer une certaine facilité à utiliser des logiciels parce que c'est des outils qui aident à faire plein de trucs. Tu vois, là, récemment, voilà, comment on gère ses mots de passe ou comment on communique en ligne, etc. Il y a des logiciels que je ne savais pas utiliser il y a 6 mois, je savais même pas qu'ils existaient. Si on passe son temps à aller chercher des notices de logiciels avant de se dire lequel je choisis, on est mort. Moi, je préfère payer pour voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je regarde combien de gens sont à peu près d'accord sur une méthode ou un outil, et à partir de là, je choisis l'outil, j'achète l'outil et je commence à tester l'outil. Il me va, tant mieux, et je passe à l'outil d'après. Il me va pas, je laisse tomber et j'en teste un autre. Mais vraiment, test and learn, être très pragmatique, ne pas trop passer de temps sur la partie études et recherche, dès que j'ai trouvé un truc qui me parle, le tester, l'implémenter. Donc là, ça va ramener presque sur la procrastination, parce qu'il y a un effet aussi des fois, il y a presque une addiction. Hein. Aujourd'hui, on est tous sujet à ça, moi le premier, à toujours mais il nous manque l'info d'après et on décode jamais. Donc vraiment, à un moment donné, presque se faire aider avec un partenaire qui est là pour dire non, tel jour, telle heure, ça sort. Et là, il faut faire sortir quelque chose. Oui, parce que on peut faire un parallèle aussi parce qu'ici on parle un peu avec le côté professionnel, mais moi j'ai un exemple, c'est mon adolescente qui a cette information qui est complètement ouverte et qui quand même chaque semaine, parce qu'ici elle va avoir 15 ans demain, donc elle est dans la recherche d'identité, j'ai quand même chaque semaine une nouvelle lubie. Et il y a comme s'il y avait une difficulté, et ce n'est pas que mon adolescente, je pense que c'est vraiment généralisé, en tout cas pour beaucoup, où ils ont cette difficulté de se poser et de se dire « je suis telle personne ». Non. À force de regarder toutes ces informations, eh bien, ils n'arrivent plus à être, parce qu'aujourd'hui, on est dans la mode du non-binaire. Alors, ça va peut-être choquer quand je dis mode, parce qu'il y a des gens qui sont profondément non-binaires. Et je n'ai aucun problème avec ça, mais beaucoup le deviennent. Est-ce que ce n'est pas aussi cette difficulté de pouvoir se poser? Quand on rentrait dans une bibliothèque, on allait voir quelqu'un, on disait, voilà, j'ai besoin de telle information, on allait à tel rayon, il y avait quelques livres et on s'en sortait bien. Pour le non-professionnel, donc, est-ce que toi, tu pourrais nous proposer quelque chose pour aider ces jeunes et ces moins jeunes qui n'arrivent pas à se poser, qui dans leur identité, tellement il y a de possibilités? C'est tellement tu vois, ce choc des époques, en fait. Je pense qu'il y a toujours une époque de la vie
où on se cherche un petit peu. Alors peut-être que nous, nos générations, c'était est-ce que je fume, est-ce que je fume pas, est-ce que je suis plutôt dans le côté au fond de la classe en train de faire des bêtises, ou premier de la classe en train de vouloir être le élève. Donc en fait, il y a ce rapport à l'identité. Je pense qu'aujourd'hui, la magie de cette époque, c'est de permettre justement à ces jeunes de pouvoir tester, peut-être avoir plus d'expérience, tester plein de choses plus tôt, plus vite. Et tu vois, ça ramène sur la thématique où on était sur la room l'autre fois, sur l'échec, de se planter plus tôt, plus vite, pour savoir, du coup, discerner ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et peut-être que ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est de dire, dans cette époque de non-binaire, etc., qui est une époque d'inclusion, en fait. C'est de dire, grosso modo, arrêtons d'être dirigés par le regard de l'autre et soyons comme on est. Et puis finalement, voilà, ça plaît, ça plaît pas. Et on voit d'ailleurs qu'Internet amène à ça, c'est qu'Internet permet de connecter avec des gens qui pensent comme soi et non pas essayer de se travestir pour faire partie de tel ou tel groupe. C'est-à-dire qu'on va trouver son groupe de référence parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, et la vie est plus simple quand même quand je peux être qui je suis. Donc je pense que c'est peut-être une sorte de, là aussi, de tournure d'esprit, de juste expliquer aux gens que c'est génial de pouvoir tester, mais là aussi, garde l'œil attentif sur, quand tu testes, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, ça me plaît ou ça me plaît pas? Tu vois, si on revient vers ces petits outils de mesure simples et de dire, en fait, fais plus de ce qui te plaît, puisqu'aujourd'hui on a l'abondance et l'embarras du choix, fais plus de ce qui te plaît et teste même ce qui pourrait ne pas te plaire, et puis si ça te plaît pas, tu le laisses de côté. Voilà, je pense que le point sur lequel tu es, il est des époques de la vie où c'est nécessaire de se sentir un petit peu en recherche de ce qui est bon pour soi. Donc ça, je pense que ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Et donc, en fait, les outils que tu nous as donnés pourraient être très bien dans la vie privée aussi, et pour les parents, et même pour les jeunes, c'est toujours, parce que tu sais, pas la première fois que tu en parles, ce fameux outil de mesure, de savoir exactement ce qu'on veut, sur quelle échelle, de le pratiquer, d'y aller, de le vivre, et peut-être dire aux parents, ne vous inquiétez pas, et je reprendrai une phrase d'une jeune fille que j'ai fait une interview, qui était Justine, 20 ans, et qui avait fini en disant « Faites confiance à vos adolescents ». Donc, ayons confiance en eux, écoutons-les. Je crois que c'est aussi très important de ne pas fermer la porte quand ils nous parlent de ça, et proposons-leur ce fameux outil de mesure. Je trouve ça très bien. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que l'éveil d'une génération à l'autre, il est de plus en plus, on va dire, il arrive de plus en plus tôt, quoi. Donc je pense que de plus en plus on peut avoir des échanges avec des jeunes qui ont peut-être plus que nous la chance de se déterminer plus tôt que nous. On voit aujourd'hui des jeunes de 15 ans qui sont en train de faire des choses incroyables pour la société, des projets positifs. Donc je crois qu'aujourd'hui vraiment, pour le coup, la valeur n'attend pas le nombre des années, c'est vrai, et il serait peut-être malvenu pour des parents de penser avec l'œil dans le rétroviseur. Je crois qu'aujourd'hui les codes de la société sont en train d'exploser complet, et parfois il y a une forme de sagesse aussi chez les jeunes. Donc il faut, je pense, les aider à comprendre ça, les aider à peut-être comprendre que l'énergie de la jeunesse, c'est justement cette forme de fraîcheur, de spontanéité, et peut-être de cultiver cette fraîcheur et cette spontanéité parce qu'on n'a plus à s'embarrasser avec les points de vue des autres, et de trouver sa propre musique, de faire de trouver sa propre couleur, et voilà, moi j'aurais envie du coup de donner cet élan au maximum de gens, de leur dire en fait deviens qui tu es, quoi, et ça peut commencer très tôt. Est-ce que tu ne penses pas que l'inquiétude des parents face à ce mouvement de la jeunesse qui, eux, vont plus loin dans leur recherche d'identité, est-ce que les parents ne se mentent pas à eux-mêmes quand ils refusent de les écouter, quand ils refusent d'entendre que peut-être leur fils ou leur fille est pan, et non-binaire, et je ne sais plus quel autre terme, parce que je ne les connais pas tous, pourtant ma fille essaie que je les retienne. Est-ce que ce n'est pas un mensonge aussi à soi-même, avec une peur aussi de cet inconnu? Alors bon, moi, non, on n'a pas eu d'enfant avec mon épouse, donc sur le plan de la parentalité, je me permettrai certainement pas de donner des conseils. Par contre, non, tu peux avoir un conseil extérieur. Voilà, on travaille beaucoup avec des jeunes justement qui veulent trouver comment financer leurs études avec Internet, en utilisant les réseaux sociaux, etc. Donc on a beaucoup d'activités comme ça dans ces domaines-là. Et en effet,
le truc qui revient encore, alors moins souvent qu'avant, mais ça revient, c'est que il y a une sorte, voilà, il faut faire plaisir. Grosso modo, on est toujours encore dans cette époque où il faut cocher la case pour que les parents soient contents, et après je fais ma vie. Donc ça, c'est ce que j'observe quand je discute avec des jeunes adultes. C'est cette manière de dire bon bah de toute façon je vais faire plaisir il faut faire plaisir aux parents, il faut cocher quelques cases un petit peu pour calmer la bête, et je fais ma vie à côté un petit peu comme s'il y avait des domaines où aujourd'hui les parents ne pouvaient plus décrypter, ce qui est pas tout à fait faux, hein. Encore une fois, quand on voit la manière dont les métiers évoluent avec les réseaux sociaux, l'internet, etc., et les jeunes ils sont baignés là-dedans. Donc bien sûr, je pense que mais même ça, on l'a dans la vie. Tous les gens qui sont des donneurs de leçons, qui veulent donner des conseils à la terre entière, je pense que l'humilité, c'est le démarrage en fait d'une certaine forme de respect de la liberté des autres. Et voilà, mais c'est compliqué quand on aime les gens. Quand on aime les gens, on veut le mieux pour eux, et le mieux pour eux, on a l'image de ce que ça pourrait être. Donc en fait, cette manière de se projeter sur l'autre, elle est à la fois attachante, parce que souvent en fait c'est en voulant aider l'autre qu'on lui fait pas les meilleurs cadeaux. Moi j'aime bien dire aux gens, apprenez de vos ennemis. Voilà, je trouve que ce qui est les amis, souvent ils essayent de nous protéger, mais c'est pas si mal que ça, mais ça va s'arranger, machin. Les ennemis, ils nous disent, les ennemis, je caricature, hein, mais les gens en fait qui des fois un peu nous taclent, je trouve qu'on apprend plus. Voilà, quand c'est taclé, mais quand il y a une part de vérité, je trouve que c'est plus intéressant des fois d'aller chercher de ce côté-là. Il faut beaucoup d'humilité pour aller chercher de ce côté-là, non? Aller chercher justement, quand on nous a taclé, il faut de l'humilité pour se dire « Ok, c'est intéressant de me faire tacler ». Oui, je pense que c'est une quête. Je pense que quand tu vois, ça c'est par exemple sur l'esprit de compétition, je pense que la première compétition, on devrait l'avoir avec soi, pas avec l'autre, pas de regarder ce qui se passe dans la tête du voisin, dans l'assiette du voisin, mais de se dire comment est-ce que je peux être chaque jour un peu moins couillon que la veille, comme on dit chez moi dans le sud. Et donc dès lors qu'on est là-dessus, toutes les sources d'informations sont bonnes à prendre en fait. Donc c'est voilà, c'est là aussi peut-être plus une posture d'amélioration continue, de se dire ok, comment voilà. Et qu'est-ce que tu penses, toi, j'ai l'impression que, alors peut-être pas beaucoup, ou certaines personnes vont avoir plus de facilité à rester dans la non-liberté d'être soi, dans la non-liberté de voir le chemin, et donc de rester un petit peu dans quelque chose qui ne leur convient pas. La situation amoureuse, ça ne leur convient pas, mais ils restent. Ou professionnellement, ça ne me convient pas, où je reste. Est-ce que c'est par facilité, par déni, par mensonge, par peur? Pourquoi avons-nous plus facile à rester dans quelque part ou quelque chose qui ne nous convient pas que d'être dans la liberté complète du bonheur intérieur? Mais parce que c'est flippant. Nous, on travaille. Qu'est-ce qui est flippant? Le bonheur est flippant ou sortir du lot, prendre des risques, le côté un petit peu sortir de sa zone de confort, c'est flippant. Donc quelle qu'elle soit, à un moment donné, quand t'es célibataire, sortir de la zone de confort, c'est te mettre en couple. Donc tu peux rester célibataire longtemps. Quand t'es en couple, sortir de ta zone de confort, c'est repenser ton couple. Donc t'as des gens qui vont rester toute leur vie dans cette zone de confort là, même si en fait ils préfèrent. Tu sais, c'est cette histoire de l'âne là qui queen, on sait pas pourquoi il queen. Et en fait, on se rend compte qu'il était assis sur un clou. Le clou lui faisait suffisamment mal pour queener, mais pas suffisamment pour, comme on dit, se bouger le train arrière, quoi. Donc en fait, il faut des fois que, toi qui aimes les images, encore une métaphore. Donc, je pense que voilà, il faut un certain degré d'ambition. Moi, ce qui me fait un peu peur aujourd'hui, on travaille en France, plus largement en francophonie, mais en France en particulier, c'est le manque d'ambition. Je pense qu'en fait les gens manquent d'ambition. Or la vie passe et je pense que c'est le manque d'ambition qui tout d'un coup va te dire non, voilà, même si alors déjà c'est pas forcément tout foutre en l'air comme on dit sur un coup de tête, parce que ça c'est la contrepartie. Aujourd'hui on voit les couples qui explosent au premier ragacement. C'est pas comme ça que ça marche. Ou les gens qui cherchent un job et qui finissent pas la période d'essai, qui essayent même pas quoi, et qui se disent si ça marche pas, si j'ai pas la chance du débutant, je m'arrête. Donc il y a tout ce côté-là, je pense, auquel il faut être vigilant, parce que
les modèles économiques d'aujourd'hui, je veux dire, la crise économique, elle est sérieuse et certaine. Donc, on a beaucoup de respect pour ça. Mais en même temps, il y a 1000 choses à faire aujourd'hui. Celui qui veut entreprendre aujourd'hui, sans capital de départ, à temps choisi, il entreprend. Et pour travailler vraiment sur beaucoup de sujets de cet acabit, moi, ce qui m'effraie, c'est le manque d'ambition des gens. C'est-à-dire que quand tu la ramènes sur le plateau des thématiques où il n'y a pas d'excuses qui tiennent la route, parce que tout le monde peut le faire, il suffit de se lancer, ça va juste tenir à toi et à ton envie d'y aller. Eh ben on a des gens aujourd'hui qui n'y vont pas quand même. Donc cette problématique de zone de confort ou de dire ben voilà, je reste parce que c'est pas si mal que ça. Pour moi, c'est un problème de niveau d'ambition et de pas oser révéler la meilleure version de soi-même. Et avec le temps, on s'aperçoit que c'est ça qui crée des ravages, parce qu'au bout d'un moment, ben ça te rattrape en fait. Tout ce que t'as pas bâti dans ta vie, je pense qu'au bout d'un moment, ça te tombe dessus, parce que t'as un sentiment de pas fini. Donc toujours vraiment se fier peut-être à est-ce que je suis pas dans une routine? Est-ce que je suis en train de progresser? Est-ce que je suis excité, passionné? D'aller vraiment au cœur chercher cette énergie de vie, en fait. Tu parles souvent de manque d'ambition, mais moi, je me pose plutôt la question, est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'il y a tellement d'informations qu'on ne se sent plus exceptionnel et qu'on se sent, qu'on a le sentiment, parce que j'entends quand même souvent ça, oui, mais on le fait déjà. Là, avec Michel, dans son école de conférencier, beaucoup disent oui, mais ça, c'est déjà utilisé. Oui, d'accord, c'est déjà utilisé, mais pas comme tu le fais. Donc, est-ce que tu penses vraiment que c'est un manque d'ambition ou plutôt c'est parce qu'on a le sentiment qu'on n'est plus exceptionnel, qu'aussi aujourd'hui, on a ce système de ces swaps qu'on appelle swap ou je sais plus, tu sais, où on passe à la Tinder comme ça, très facilement. Est-ce que c'est réellement un manque d'ambition ou plutôt un sentiment qu'on n'est plus exceptionnel? Il y a un peu des deux. Être exceptionnel, est-ce que, tu sais, cette formule qui dit des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, est-ce qu'on a besoin de se sentir exceptionnel pour faire des choses extraordinaires? Je ne sais pas. Tu étais sur l'humilité tout à l'heure. Peut-être que derrière ce que tu dis, ne pas se sentir exceptionnel, les gens auxquels tu fais référence sont déjà des gens qui ont baissé les bras. Donc en fait, je pense que le côté zapping et cette manière en fait d'être en permanence en train de passer d'un truc à un autre, c'est aussi de la dispersion, mais c'est aussi une excuse. C'est cette manière de, tu vois, la procrastination, le fait de jamais se poser quelque part. Il y a toute cette thématique aujourd'hui autour des zèbres, des HP, les hauts potentiels. Bon, super. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vois, qu'est-ce que je fais avec ça? Et à un moment donné, on est ancré dans la matière. Aujourd'hui, on est on est à la fois une génération qui est de plus en plus tournée vers une forme de spiritualité, de comprendre un petit peu la nature, l'environnement, la place de l'humain dans cet écosystème. Donc tout ça, c'est très puissant. Je trouve qu'on vit une époque extrêmement intéressante en termes d'ouverture d'esprit. Tout à fait. Et en même temps, on est ancré dans la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais comme ça et que j'attends d'être, voilà, je vais pas. On est dans la matière. Il faut un toit pour se protéger. Il faut se chauffer. Il faut se nourrir. Tout ça, ça nous amène à devoir créer dans une certaine, être productif d'une manière ou d'une autre. Et donc autour de tout ça, il y a beaucoup de valeurs qui se télescopent. Mais je crois que celui qui veut se rendre utile dans le monde d'aujourd'hui et qui est en train d'observer les manques de ce qu'il observe autour de lui, eh ben, peut se rendre utile et peut devenir quelqu'un qui produit. De là, il est extraordinaire à travers simplement le fait d'exister. Donc, c'est le regard qu'on va porter sur ces possibilités-là qui du coup est rafraîchissant. J'entends plein de gens se lancer dans le service des personnes à domicile. C'est l'avenir, bien sûr, avec technologie, avec l'intelligence artificielle, l'avenir, c'est comment je peux rendre service à mes concitoyens, comment je peux m'engager dans des causes utiles, et ça, c'est juste en bas de chez soi, quoi. Et voilà, donc c'était Michel d'ailleurs qui disait que lui, il avait, quand vous étiez installé du côté de Biarritz, il avait commencé à s'intéresser aux associations. Moi, j'avais été très sensible à son anecdote. Et d'ailleurs, il a reçu, ce qu'il ne le dit jamais, mais la médaille du bénévolat pour le remercier de tout ce qu'il avait posé comme acte à l'époque. Voilà. Et est-ce que à cette époque, il s'est dit, est-ce qu'il faut être extraordinaire pour être bénévole? Je ne crois pas. Tu vois, donc je crois que au contraire, ça nous ramène tous à égalité. Moi, j'aime bien les choses qui mettent tout le monde à égalité, en fait. Parce que là, il n'y a plus d'excuses et on peut tous avancer en se refilant les bons tuyaux qui sont des tuyaux à la portée de chacun.
En fait, c'est toujours la même chose. Enfin, c'est pas toujours la même chose, mais en tout cas, c'est revenir à l'essentiel. C'est toujours cet outil de mesure et surtout peut-être se connecter à cette première pulsion qu'on a, cette première envie qui nous pousse à pousser d'abord la porte ou en tout cas à mettre la main sur la poignée et se connecter à ça. Oui, et puis bien au lieu sûr. de se connecter quand je dis se connecter aux autres, je veux dire au lieu de se connecter à ce qu'on pourrait voir, c'est plutôt prendre des informations qui nous nourrissent et en faire ce que nous avons envie d'en faire. Oui, avec finalement, tu sais, les gens c'est simple la vie au fond. Hein, c'est si déjà, tu sais, c'est cette fameuse pyramide de Maslow là. Si jamais déjà tu sais couvrir tes besoins humains, après, bah, c'est que du bonheur, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me passionne? Est-ce que j'ai une fibre artistique, sportive, associative? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est bâtir un business? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que voilà, dans quel domaine en fait je me vois le mieux? Je pense que le plus compliqué dans ce brouhaha d'informations, c'est de se trouver soi. Donc si on est en train d'utiliser les informations qu'on reçoit pour se dire ok, ben un petit peu comme une cartographie, tiens, j'ai visité la France, j'ai visité l'Espagne, j'ai visité les États-Unis, ben qu'est-ce que je peux visiter? Des possibilités, des expériences de la vie. Et à partir de là, y aller peut-être avec cette intention d'avoir un avis sur le sujet, de dire tiens, sur une échelle de 1 à 10, ça me plaît pas, quelle expérience j'en ai. Et t'en as qui en ont fait des métiers. Sur Internet, il y a des gens qui voyagent et en fait qui documentent leur voyage à travers un blog et c'est devenu leur métier. Donc on pourrait presque faire ça. Je sais pas moi, la personne qui dit tiens, j'ouvre Internet aujourd'hui, je suis assailli par de l'information et je m'aperçois que les centres d'intérêt qui me viennent en premier, c'est ceux-là, ben, je vais tester ça pendant 3 mois, par exemple. Mais le prendre comme un jeu, en fait. Tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Si. Donc, le prendre comme un jeu, se dire aujourd'hui, si on prend un jeu de loi, je prends la première case. Qu'est-ce que j'ai envie dans cette première case? Ok, ben, je me dirige vers ces informations-là et puis j'en prends l'essentiel. C'est ça, en résumé. Ouais, et puis je vois où ça me mène. Pour les gens, en tout cas, qui n'ont pas une vision claire de là où ils veulent aller. Et puis après, il y a l'autre catégorie de personnes qui sait où elle veut aller. Et puis, ben, celle-là, elle fonce. Mais pour ceux qui savent pas où ils veulent aller, je pense que c'est la meilleure manière, c'est d'apprécier cette non-détermination du lieu d'atterrissage, mais où c'est finalement le chemin qui devient la destination. Et le fait d'être en train de se dire, ben, en fait, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de destination précise. Et donc, j'accepte l'idée de me laisser porter un petit peu au gré de ces découvertes, un petit peu comme si c'était le destin qui mettait sur ma route telle ou telle rencontre, tel ou tel site internet ou telle information. Merci beaucoup, Dominique. On arrive à la fin de ce partage. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, que tu n'aurais pas eu le temps de dire par rapport aux mensonges, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on arrête peut-être de se mentir à soi-même? Qu'aurais-tu envie de nous partager avant que nous nous séparions définitivement? Ah, écoute, alors, définitivement, je pas trop quand même, voilà, mais en tout cas, que la session se close. Non, mais je pense que la plus belle découverte qu'on puisse faire dans la vie, c'est la découverte de soi. Donc en fait, ce mensonge, en fait, c'est une porte fermée sur soi. Donc je pense que alors ça, il y a plein de choses autour. Hein, il faut pas être naïf non plus. La vie est faite d'un certain nombre de défis. Mais si je devais moi sensibiliser les gens là en conclusion, je dirais ça: ne pas avoir peur de se rencontrer soi et d'aller un petit peu creuser, parce que sur cette découverte de soi profondément, on va trouver forcément des facettes de soi qui ne nous plaisent pas, vis-à-vis desquelles on aurait envie des fois de se mentir ou de tourner la tête. Et c'est peut-être justement dans ces détours là qu'il y a des gros trésors et qu'il y a une énergie à dégager et qui peut permettre de trouver un meilleur apaisement et finalement de se suffire à soi-même en quelque sorte, en se disant mais en fait tout est là quoi. Et si je suis clair avec qui je suis et si du coup je vais être plus clair avec les autres, et si je suis plus clair avec les autres, ma vie va s'organiser autour d'un environnement qui est propice à ce que je puisse m'épanouir. Voilà, plus naturellement que si je veux pas me dire les choses en totale transparence. Écoute, moi, je vais terminer en disant que la vie est compliquée, mais osons y faire face. La vie est un punching ball. Quel est le prix que nous sommes prêts à payer pour réussir? Allons chercher ce qui nous prend aux tripes. Arrêtons de nous limiter, soyons libres et allons vers notre identité, notre quête suprême auquel
on est au service. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette aventure? Et surtout, soyez les inventeurs de vos solutions. Merci beaucoup, Dominique. Je te souhaite une belle, merveilleuse journée, parce qu'on s'était tourné en journée, et je te dis à bientôt. À très vite, Anne. Merci à tous. Salut.